Merci Greg d'être avec nous, merci à ceux qui sont présents. Ce que je propose, c'est qu'on prenne peut-être 2 minutes pour que Greg se présente et présente Zénon, c'est important. Qui tu es et qui est Zénon, et quel est un petit peu votre purpose, comme on dit, et qu'ensuite on enchaîne sur ta présentation et sur ce thème qui est passionnant, auquel j'ai pu assister il y a une quinzaine de jours directement à l'école des mines avec toi et d'autres membres de Zénon Research. J'ai trouvé ça passionnant et je pense que vous allez tous apprécier la qualité de la prestation des travaux de Zénon et de la présentation de Greg. Merci. Merci, vous m'entendez bien? Donc Greg de Timmerman, moi je viens du monde de la recherche académique. Je fais 18 ans de recherche assez fondamentale dans le domaine de la fusion nucléaire, mais dans l'énergie plus généralement, parce que je travaille sur l'hydrogène ou l'ammoniac. Et j'ai quitté la recherche fin décembre 2020 pour prendre la direction de Zénon, qui est un think tank créé par Jean-Baptiste Rudel, le cofondateur de Criteo. L'objectif de Zénon, c'est d'éclairer un peu les débats sur ce qu'on appelle les technologies climat ou les solutions climat, c'est-à-dire les choses dont on a besoin pour combattre le changement climatique et pour baisser nos émissions. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Le but, donc Zénon a une particularité, vous le voyez sur les logos, c'est qu'on est en partenariat avec l'école des mines. On a fait le choix d'ancrer Zénon dans l'université pour montrer notre ancrage académique et le fait qu'on travaille sur une méthode scientifique, on se pose des questions et on essaie d'y répondre. On n'est pas là pour faire du lobbying, mais plus de la vulgarisation et de l'explication. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, en fait, c'est une étude qu'on a fait depuis un petit moment où on s'intéresse à la dynamique de déploiement des technologies, et notamment dans l'énergie, et on s'aperçoit en fait qu'il y a deux narrations dans ce qu'on appelle la transition énergétique, ce qui veut dire la transformation majeure de notre système énergétique pour baisser les émissions de CO2. Le secteur de l'énergie est responsable de 75% des émissions de CO2, donc il y a un gros enjeu à décarboner tout ce secteur. Et il y a deux narrations. C'est une narration un peu exponentielle. Les technologies se déploient très vite. Elles ont souvent des phases de déploiement exponentielles. Et si on suit ces exponentielles, on peut penser que les choses peuvent se passer très vite. Mais au parallèle, le système énergétique est énorme et les échelles de temps dans l'énergie sont relativement lentes. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous raconter un petit peu aujourd'hui, c'est comment on peut se placer sur ces deux narrations et surtout, quels sont les leviers qu'on a en termes d'accélération, parce que vous allez voir qu'on ne va pas suffisamment vite malheureusement, et comment on peut faire pour aller un peu plus vite. Slide suivante. Ouais, slide suivante, c'est possible. Merci. Juste un petit rappel sur sur d'où on part. Les émissions de gaz à effet de serre en 2020, c'était à peu près, si on prend l'ensemble des gaz à effet de serre, plus de 50 milliards de tonnes de CO2 et équivalent émis par an. C'est principalement du CO2, du méthane et des oxydes d'azote. Si on regarde les politiques en cours et les promesses qui ont été faites, on est sur un réchauffement à la fin du siècle de 2,5 à 3 degrés. Vous voyez qu'il y a des fortes incertitudes, il y a des grosses barres d'erreur dans toutes ces simulations. Ce n'est pas des barres d'erreur, c'est juste qu'il y a un grand nombre de scénarios derrière. Si on regarde ce qui a été promis à la COP26, par l'ensemble des États, donc fin octobre l'année dernière, on est sur un scénario où les émissions devraient commencer à baisser à partir de maintenant pour arriver à un réchauffement climatique d'à peu près 2 degrés à la fin du siècle, ce qui est l'objectif des accords de Paris. Mais si on était vraiment sérieux et qu'on voulait rester sous les 1,5 degrés de réchauffement, vous savez qu'on est déjà peut-être à 1,1, 1,2 degrés de réchauffement. Donc si on voulait rester sur les 1,5 degrés, ça implique de suivre la trajectoire verte, qui est en fait une baisse massive des émissions de 5 à 7% par an, tous les ans pendant une trentaine d'années, pour atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone en 2050 à peu près, qui est le moment où on n'émet plus une seule molécule de CO2 dans l'atmosphère. Toute molécule émise est compensée par un puits d'émission quelque part. Donc au global, on n'ajoute plus une seule molécule de CO2 dans l'atmosphère. Et vous voyez que la courbe verte va sous l'axe des zéros, parce qu'à un moment, il y a besoin de capter du CO2 de l'atmosphère pour stabiliser le climat. Slide suivante. Si on regarde un petit peu pourquoi c'est problématique, c'est que encore en 2021 ou même 2022, 80% de notre énergie provient encore du charbon, du pétrole et du gaz. Et cette courbe vous montre en fait l'évolution de notre dépendance à ce qu'on appelle les énergies fossiles, donc charbon, gaz, pétrole, en fonction du temps. Ce qu'on remarque, c'est que en 1800, donc avant le début de la révolution industrielle, les combustibles fossiles, et c'était le charbon à l'époque, ne représentaient à peine que 2% de l'énergie primaire mondiale, donc l'énergie sous laquelle on la trouve dans la nature.
Et au fur et à mesure, on a commencé à utiliser de plus en plus de charbon. Et le charbon est devenu dominant dans le mix énergétique seulement après 1900. On a souvent l'image du 19e siècle comme le siècle du charbon. En fait, le 19e siècle a été majoritairement énergisé par la biomasse et le charbon n'est devenu dominant qu'au début du 20e siècle. La dépendance a atteint à peu près 60%, donc 60% de l'énergie venant des énergies fossiles en 1913-1914. On a un point d'inflexion parce qu'on a la Première Guerre mondiale et ensuite on a une augmentation de la part des combustibles fossiles, principalement portée par le pétrole, puisqu'on utilise de plus en plus de pétrole. Et depuis 1973, on est à peu près sur un plateau où 80% de l'énergie provient d'énergie fossile. Si on regarde un peu les scénarios, donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que depuis 50 ans, la part des énergies fossiles n'a pas trop changé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on utilise toujours plus d'énergie, on en parlera après, et donc même si on décarbone légèrement en proportion, on utilise toujours plus de carbone au final. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'à partir de l'an 2000, l'émergence de la Chine a recarboné l'économie mondiale. On dépend plus des énergies fossiles maintenant qu'il y a 15 ou 20 ans, parce que la Chine est majoritairement, l'essor chinois a été majoritairement permis par le charbon. Si on voulait suivre les objectifs climatiques, et c'est un des scénarios de l'IEA, l'Agence internationale de l'énergie, qui est en pointillé ici, vous voyez qu'il faudrait faire baisser la part des énergies fossiles de 80% en ce moment à peu près 20% en 2050, sachant que c'est une baisse relative, mais aussi en valeur absolue. Il ne s'agit pas seulement de rajouter des choses, on en parlera après, mais aussi de fermer des centrales existantes. Et l'IEA est encore assez pessimiste là-dessus, puisqu'elle considère qu'on aurait encore 20% d'énergie fossile en 2050, puisqu'elle considère qu'il y a pas mal d'usages où on ne pourra pas remplacer les énergies fossiles et il faudra capter du CO2. Slide suivante. Si on regarde un peu ça et qu'on se dit, ben voilà, le contrat de base, c'est de changer l'ensemble du système énergétique sur une durée de 30 à 50 ans selon l'objectif climatique qu'on se fixe, on peut se dire deux choses. D'une, si on est un peu âgé, on se dit, bah, 30 ans, ça passe quand même relativement vite. En soit, si on est très jeune, on se dit, oh là là, 30 ans, c'est très long. Et on est un peu biaisé dans ces discussions puisque les technologies qu'on connaît ont tendance à se développer de plus en plus vite. Ce graphe vous montre en fait l'évolution de différentes technologies, le déploiement de différentes technologies aux États-Unis, mais on aurait eu la même chose au niveau mondial, en fonction du temps. Et ce qu'on voit, par exemple, l'électrification qui est ici en gris, eh ben, ça a pris à peu près sur 50 à 60 ans pour avoir électrifié complètement la société américaine. Et plus on avance dans le temps, plus on remarque que les courbes commencent à avoir des pentes assez prononcées parce que ça va de plus en plus vite. L'exemple frappant, puisque le graphe s'arrête en 2005, mais c'est Internet, d'un début de déploiement en 1990, vous êtes arrivé à 70% de gens aux États-Unis ayant Internet en 2005. Si on prend le téléphone mobile, la tendance est encore plus intéressante, puisque entre 2006 et 2016, on est passé d'après 700 millions de téléphones portables dans le monde à 7,4 milliards en 10 ans, tout en sachant qu'un téléphone portable a une durée de vie d'à peu près 18 mois, 24 mois. Vous vous rendez compte du nombre de téléphones qu'il a fallu mettre sur le marché. Si on prend les iPads ou les tablettes, entre 2010 et 2016, on est passé de 6% des foyers américains ayant une tablette à 60% des foyers américains ayant une tablette. Et ça montre une chose qui est assez intéressante, c'est que ça va de plus en plus vite. Et en fait, c'est un biais, cette rapidité de certaines technologies à se déployer induit un biais puisqu'on a peu tendance à penser que les choses peuvent se passer de la même façon quand on va parler de renouvelables, quand on va parler d'éolien, de photovoltaïque. On se dit, il n'y a pas de raison, on peut aussi déployer les choses de façon très rapide. Or, slide suivante. Si on regarde en fait dans l'énergie, les échelles de temps sont extrêmement lentes par nature. La meilleure façon de regarder ça, c'est déjà de regarder combien de temps il a fallu pour que les énergies fossiles deviennent dominantes. Combien de temps il a fallu pour passer, par exemple, de 5% de l'énergie mondiale fournie par le charbon à 40%. Ou regarder une autre façon de regarder les choses, c'est de dire quelle proportion, quelle a été l'évolution d'une source d'énergie sur une durée de 50 ans. On va normaliser sur 50 ans. Donc ici, je vous montre pour le charbon, 5% de l'énergie mondiale fournie par le charbon, c'était en 1840. Sur une durée de 50 ans, on est passé de 5% à 40% du mix énergétique mondial. Si vous cliquez maintenant sur le prochain, pour le pétrole, on est passé de 5%, c'était 1915, le pétrole représentait 5% de l'énergie mondiale. En 50 ans, on est passé de 5% à 30%. Si on regarde le gaz, on est passé en 50 ans de 5% à 20%.
Qu'est-ce qu'on remarque immédiatement? C'est que les choses vont de plus en plus lentement. Le charbon est l'énergie qu'on a déployée en premier, l'énergie fossile qu'on a déployée en premier, du moins massivement. On utilisait déjà du pétrole avant, du charbon avant, mais massivement, c'est la première énergie qu'on a développée. Et on voit qu'au fur et à mesure du temps, en fait, ça devient de plus en plus difficile d'atteindre une certaine part du marché. Pourquoi? Il y a deux raisons. La première, c'est, slide suivant, pardon. La première, c'est que la demande énergétique est en forte hausse. Si on regarde en 1840, quand le charbon faisait 5% de l'énergie mondiale, la demande énergétique mondiale, c'était 40 hexajoules. Si on regarde 1910, 13, quand le pétrole représentait 5% de l'énergie mondiale, on était déjà à pas loin de 100 hexajoules. Si on regarde pour le gaz, c'était 1930, 1940, vous voyez que la demande énergétique mondiale monte et très fortement, et elle augmente elle a la tendance à augmenter très rapidement, ce qui veut dire que la base augmente. Donc pour prendre une certaine part du marché, il faut rajouter de plus en plus d'énergie au système. Ce qui fait que naturellement, c'est plus difficile puisque vous avez un marché qui est beaucoup plus gros à adresser. La deuxième raison pour lequel les choses sont de plus en plus lentes, non, juste on reste sur la même, pardon, c'est que les techniques se complexifient. Quand on a commencé à utiliser du charbon dans les années 1800, il suffisait de gratter un peu sous terre en Angleterre et vous trouviez du charbon facilement. Pétrole, c'est pareil, on a tous les images de puits de pétrole qui jaillissent dès qu'on creusait un petit peu. Tout ça, c'est fini. On fait maintenant des mines à ciel ouvert pour le charbon, pardon. Pour le pétrole, on va faire de l'offshore profond, 2,5-3 km sous la surface de la mer. On va faire du forage vertical, du forage horizontal. C'est beaucoup plus technique. Le gaz, c'est pareil. C'est une forme d'énergie qu'il a été difficile de maîtriser. On ne savait pas quoi en faire. Transporter et stocker du gaz, ça demande de le comprimer, ça demande des pipelines, ça demande des choses qu'on n'était pas capable de faire au début. Au début, on lâchait énormément de méthane dans l'atmosphère puisqu'on ne savait pas quoi en faire. On a commencé à faire du torchage parce qu'on s'est aperçu que le méthane n'était pas très bon. Mais il a fallu développer tout un stade de technique pour être capable de transporter du gaz. On est capable maintenant de transporter du gaz sur des très longues distances. Il suffit de penser à Nord Stream 2, qui fait quelques milliers de kilomètres entre la Russie et l'Europe. Mais même aux États-Unis, vous avez des pipelines qui sont énormes. On peut aussi transporter par la mer. La complexité augmente encore puisqu'il va falloir liquéfier le gaz, il va falloir regazéifier quand vous arrivez à destination. Donc on voit que ces deux facteurs ont tendance à ralentir les choses puisqu'on complexifie le système et qu'on augmente sa taille. Et la complexité, et ces deux facteurs-là, en fait, sont voués à rester avec nous, puisque les énergies qu'on est censé développer pour remplacer les énergies fossiles, les renouvelables, sont plus difficiles à gérer d'un point de vue réseau. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais c'est beaucoup plus difficile à gérer. Donc on va sur des sources d'énergie plus complexes à gérer, et la demande énergétique continue d'augmenter. L'autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est la suivante, c'est que développer des technologies, ça prend du temps. Et si on regarde par exemple l'éolien, il a fallu un temps assez long pour passer de la première éolienne électrique. 1888, Charles Bush aux États-Unis fabrique une éolienne qui fait 17 mètres de diamètre, 16 kW de puissance. C'est la première éolienne qui a permis d'alimenter un foyer, qui permettait d'alimenter les ampoules. Donc on est déjà il y a 140 ans. 1941, première éolienne électrique de 1 MW. Donc on commence à être sur des tailles qui sont assez intéressantes. Sauf qu'on n'a pas les matériaux qu'il faut pour en fait les faire durer. On n'a pas de composite comme on a maintenant. Et donc cette éolienne casse au bout de 1000 heures. On a un problème de durée de vie. L'éolien se met en sommeil pendant une trentaine d'années jusqu'au relancement par la NASA du programme Mode Zéro, ce qui est une éolienne où on revient en arrière en termes de puissance, on est à 100 kW de puissance, et depuis, c'est ce que le graphe d'en dessous vous montre, on connaît la tendance, les éoliennes deviennent de plus en plus grosses, on a des matériaux de plus en plus performants, on est capable de faire des éoliennes offshore de 13 à 15 MW maintenant, qui font 260 mètres de diamètre, qui sont faites en composite et qui ont une résistance assez impressionnante. Mais tout ça, on voit que ça a pris énormément de temps avant d'arriver à l'échelle commerciale et à vraiment au déploiement exponentiel dans les années 2000. Il a fallu déjà 120 ans entre la première éolienne et le stade commercial. Et ça, c'est aussi à prendre en compte, c'est que le développement de nouvelles technologies peut prendre beaucoup de temps. Il y a des exemples dans l'énergie où les choses vont beaucoup plus vite. Si on regarde la slide suivante, le nucléaire est le meilleur exemple d'une source d'énergie qu'on a développée très très vite. Alors évidemment, en 1898, découverte de la radioactivité, il y a pas eu pas mal de choses avant, mais entre la première utilisation du nucléaire, qui était la bombe pendant la guerre, et le premier réacteur, c'est passé à peine quelques années. 1954, premier réacteur. 1951, première production d'électricité par du nucléaire, c'était aux États-Unis à Oak Ridge. 1954, premier réacteur en Angleterre, Calder-Hall. Entre 1965, où on avait déjà 40 réacteurs en opération dans le monde, et 1990, on construit 380 réacteurs. On arrive à un total de 420 réacteurs. Aucune technologie dans l'énergie ne s'est développée aussi vite.
Et c'est d'ailleurs, ça s'est arrêté ensuite, puisque on voit que la production d'électricité par le nucléaire stagne depuis une vingtaine d'années, voire plus. Et on a eu un gros coup de frein dans les années 90 pour différentes raisons, Tchernobyl, mais aussi la complexité des projets. On oublie souvent que déjà avant Tchernobyl, on avait un fort ralentissement en fait des constructions. Donc dans certains cas, on peut développer les choses extrêmement vite. Elles peuvent se déployer très vite. Encore une fois, c'est assez impressionnant de voir que la capacité de production nucléaire a été multipliée par 56 sur une période de 20 ans. L'éolien n'a pas réussi à faire aussi autant sur les 20 dernières années. Donc on est sur la source d'énergie qui s'est développée le plus vite. Beaucoup de gens pensaient que le nucléaire serait 100% d'électricité. Quand on parlait dans les années 70, on imaginait un monde complètement nucléaire. Dans les années 2000, 2020, 2030. Et en fait, la pente s'est complètement arrêtée. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que le nucléaire a une chance d'être relancé un jour? Donc ça montre deux choses. Ça montre que oui, on peut avoir des déploiements très rapides, des développements très rapides, mais que le déploiement n'est pas une donnée. En fait, il faut être capable de maintenir ce déploiement suffisamment fort pour atteindre les objectifs. Le nucléaire, à son pic, c'était 16% de l'électricité mondiale. On est un peu moins de 10% maintenant de l'électricité mondiale, puisque le système électrique augmente. En comparaison, les renouvelables, éoliens plus photovoltaïques, viennent de dépasser les 10% de la production électrique mondiale l'année dernière. Donc on voit qu'on est sur deux dynamiques différentes, où le nucléaire perd en vitesse, puisqu'on maintient juste le parc et on construit à peine assez de réacteurs pour compenser ce qu'on ferme, alors que les renouvelables, elles, sont sur une dynamique bien plus rapide. Slide suivante. Et justement, le déploiement et déployer très fort des technologies, c'est ce qu'il va absolument falloir faire dans la transition énergétique. On sait qu'on a à peu près entre 90 et 95% des technologies pour décarboner, pour satisfaire nos objectifs climatiques d'ici 2030. Donc les technologies existent. Et le rapport du GIEC sorti il y a quelques semaines le rappelle. L'enjeu est pas de déployer, d'ici 2030, l'enjeu est pas de développer de nouvelles technologies, mais de déployer le plus rapidement possible les technologies dont on a besoin. Si on regarde encore une fois le scénario de l'IEA, qui fait un peu référence sur certains sujets, on voit que d'ici 2050, il faut multiplier la capacité installée en photovoltaïque par 20 et celle en éolien par 11. Vous voyez un peu les courbes de déploiement, c'est des déploiements qui sont extrêmement rapides et qu'il faut maintenir sur des durées très longues. Ce qui reste un challenge puisque c'est toujours facile de déployer rapidement au début, il n'y a pas grand-chose à faire. Maintenir des taux de déploiement tels que cela demande pas mal d'efforts. Si on regarde la slide suivante, on voit ici la vitesse de déploiement de l'éolien, enfin, l'évolution de la capacité installée, pardon. Donc c'est en capacité, c'est pas en production, le facteur de charge n'est pas pris en compte. Mais oui, la capacité installée en éolien et en photovoltaïque, on s'approche dans les deux cas du terawatt installé. C'est un déploiement qui est exponentiel. Depuis 2015, on a une augmentation de 13% par an de la capacité installée en éolien et le photovoltaïque va plus vite, on est plutôt sur 26% par an, donc on est sur des dynamiques qui sont extrêmement rapides. Et si on regarde maintenant la slide suivante, on remarque que l'IEA prévoit en fait que le rythme de déploiement doit encore fortement augmenter dans les années qui viennent. Ce que je vous montre ici, c'est les capacités ajoutées sur le réseau en éolien, en photovoltaïque et en nucléaire. Donc on voit clairement que l'IEA est assez pessimiste sur le nucléaire, puisqu'elle compte principalement sur un maintien de la part du nucléaire dans la production électrique, avec une production d'électricité qui augmente globalement. Elle considère que le rythme de déploiement de l'éolien doit être multiplié par 4, donc on passe d'à peu près 100 gigawatts par an à près de 400 gigawatts par an d'ici 2030, donc seulement en 8 ans. Pour le photovoltaïque, le développement est encore plus rapide, c'est passer d'après 120 gigawatts par an à plus de 650 gigawatts par an installés. Et ensuite, l'idée, c'est de maintenir ce rythme pendant une vingtaine d'années pour atteindre les objectifs climatiques. Donc on est sur des rythmes de déploiement qui n'ont jamais été observés. On prévoit cette année que la Chine installe 108 gigawatts de puissance photovoltaïque, ce qui est énorme et c'est juste un pays, mais c'est le seul pays en fait qui va suffisamment vite pour ce genre de choses. Et on voit que ça reste encore très faible par rapport aux objectifs qu'il faudrait tenir. Donc, ce qui est un double enjeu, c'est d'augmenter les taux de déploiement, on en parlera juste après, et en plus de les maintenir ensuite pendant une durée relativement longue. Slide suivante. Et ce qui pose une question, en fait, c'est que les technologies ne se déploient pas selon une exponentielle, mais selon une courbe en S. En général, on a une grande période de développement. Comme je vous l'ai montré par exemple pour l'éolien, ça prend beaucoup de temps de développer une technologie avant qu'elle soit commercialisable. Une fois qu'elle est commercialisable, il faut encore trouver son marché et qu'elle puisse
se déployer correctement et vous avez un point qu'on appelle le take-off. Ben oui, on décolle, on est en phase de déploiement rapide. Et ce qui se passe, c'est que le taux de déploiement au départ augmente. On n'est pas sur une exponentielle, on est plus sur une hyperbole. Tous les ans, on ajoute plus en pourcentage pendant un certain temps. Donc le taux de déploiement a tendance, lui, à augmenter jusqu'à atteindre une sorte de point d'inflexion où on atteint un rythme maximum. Et la question, c'est combien de temps on est capable de maintenir ce rythme maximum, puisqu'à un moment donné, en fait, vous arrivez à une limite du marché adressable, qui va avoir tendance, lui, à ralentir la vitesse de déploiement. Et toute la question, c'est quelle est la taille du marché adressable et jusqu'où on est capable d'aller. Et ensuite, de voir les effets qui vont ralentir le déploiement. Par exemple, on peut parler de résistance sociale, d'acceptabilité. On voit qu'en France, par exemple, l'éolien terrestre est un vrai problème, le nucléaire aussi, évidemment. On a des choses qui vont pouvoir accélérer. On est en train de discuter beaucoup, un peu partout, de simplifier les procédures administratives pour aller plus vite. Il y a la question de diminuer au maximum les résistances par les gens qui sont déjà en place, on en parlera juste après, et d'augmenter les retours sur investissement. Donc il y a une vraie dynamique qui se met en place. Et pourquoi c'est important de penser en termes de courbe en S et plutôt qu'une exponentielle, c'est que si vous comptez juste sur une exponentielle et que vous pensez qu'elle va continuer pendant 30 ans, en fait vous surestimez les vitesses de déploiement possibles, puisque le taux de déploiement a nature à diminuer à un moment. Ça peut paraître un peu pédantique peut-être, mais en fait, si on reprenait les chiffres de 2015 et qu'on pensait seulement en termes d'exponentielle et pas en termes de courbe en S, on surestimerait la capacité installée à l'heure actuelle. Et ça, c'est une vraie question dans les scénarios. Slide suivante. Et si on regarde un peu l'ensemble des pays et les rythmes de déploiement d'énergie propre, entre guillemets, et les objectifs qui sont à tenir, on voit en fait qu'il faut un fort changement de tendance dans les années à venir. Et il y a pour beaucoup de pays, on peut vraiment se poser la question, si on regarde les États-Unis, par exemple, la vitesse à laquelle les renouvelables se déploient et ce qu'il faudrait pour tenir la promesse de Biden de 100% d'électricité bas carbone en 2035, on voit qu'on est très très loin de la faire et que ça ressemble même pas à une exponentielle. En fait, on a un très fort changement de tendance et c'est vrai dans tous les pays. Le pire étant en Inde, par exemple, on est plutôt sur une tendance plate, alors qu'il faudrait une forte accélération. Slide suivante. L'autre chose qui est extrêmement importante quand on parle de transition énergétique, c'est qu'il ne suffit pas de construire des nouvelles capacités, il faut en fermer. Parce qu'il ne s'agit pas de rajouter de l'éolien, mais il faut aussi être capable de fermer des centrales à charbon notamment. Et c'est un vrai problème pour deux choses. Le premier, c'est qu'on construit toujours des centrales à charbon. Si on regarde les constructions en Chine et dans le reste du monde sur la période 1980-2020, ce qu'on voit, c'est que la majeure partie des constructions de centrales à charbon sont en Chine, évidemment, mais on en construit encore dans le reste du monde, principalement encore en Asie, mais il y a encore des pays, l'Allemagne en a ouvert une il n'y a pas très longtemps. Ça a deux conséquences. La première, c'est que si on regarde la Chine, entre 2004 et 2014, ils construisaient entre 40 et 60 gigawatts de centrales à charbon par an chaque année. Chaque année, ils rajoutent entre 40 et 60 gigawatts de puissance au charbon. 60 gigawatts, c'est la puissance installée du parc nucléaire français. Donc tous les ans, la Chine rajoutait en puissance au charbon l'équivalent du parc nucléaire français. Même en Chine, une centrale à charbon, c'est plusieurs milliards de dollars. On imagine bien que c'est un problème d'actifs échoués, puisque ces centrales sont vouées à tourner 30, 40, 50 ans. Et que si on décide de fermer une centrale qui a été construite en 2020, eh bien ça a un coût. Et c'est une vraie question en fait de savoir comment on va financer tout ça. Si on va à la slide suivante, et si on regarde en fait la vitesse à laquelle il faudrait faire fermer les centrales à charbon si on voulait tenir un scénario à 1,5 degré, il faudrait que quasiment 90% de la capacité installée dans le monde au charbon ferme d'ici 2040, ferme ou soit équipée de mécanismes de captation du CO2 qui sont loin d'être développés. Si on prenait un scénario un peu moins agressif à 2 degrés, on voit que quand même d'ici 2050, il faut que là aussi 80-90% du parc soit fermé. Si on regarde maintenant ce qui se passe actuellement dans le monde, avec les constructions en cours, donc la capacité, on construit toujours plus de centrales à charbon qu'on en ferme. Donc la puissance installée en charbon est censée augmenter encore d'ici 2035. Et si on considère une durée de vie de 40 à 50 ans pour les centrales à charbon, on a cette courbe noire, c'est un très 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 lent déclin du charbon, avec encore presque 2 terawatts installés en 2060, ce qui est vraiment pas ce qu'il faut faire. Si on considère l'ensemble de ces centrales et le coût pour les fermer, on parle d'actifs échoués d'environ 1400 milliards de dollars d'ici 2035, et principalement 50% en Chine. Donc c'est une vraie question de financement. Slide suivante. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour essayer d'accélérer les choses? D'une, il faut que les coûts des nouvelles technologies soient avantageux. En général, quand une nouvelle technologie, notamment dans l'énergie, arrive, elle est beaucoup plus chère que ce qui était déjà en place.
Et il faut donc au départ subventionner et faire en sorte d'avoir des gains d'échelle. Il se trouve qu'on a des très forts gains d'échelle sur les technologies bas carbone, que ce soit le photovoltaïque ici à gauche, le solaire concentré, l'éolien onshore-offshore, même si les baisses de prix sont moins marquées. Mais ce qu'on voit par exemple, le photovoltaïque est le meilleur exemple. On a perdu 90%, le prix des panneaux a diminué de 90% en 10 ans. Il faudra voir jusqu'où la tendance peut aller. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer où on est par rapport au coût des fossiles. Ce qu'on voit, c'est que dès que vous êtes dans la bande grise, vous êtes en fait comparable avec le prix des fossiles. Et ce qui se passe en ce moment dans pas mal de régions dans le monde, c'est qu'il est plus intéressant d'un point de vue économique d'installer du solaire ou de l'éolien que du charbon. Alors, c'est du coût actualisé, donc on ne parle pas de coût complet du système et de coût actualisé de l'électricité, donc la partie intermittence devrait être prise en compte, mais c'est quand même assez intéressant de se dire que on arrive à un point dans beaucoup de pays où au final, économiquement, installer du charbon n'est pas vraiment intéressant. La question, encore une fois, c'est jusqu'où ça peut aller. Alors, on est sur une tendance intéressante où le prix des fossiles augmente très fortement et le prix du photovoltaïque ne baisse plus et augmente, mais augmente moins vite. Et donc, le différentiel augmente. Donc, c'est plutôt un bon signe. Slide suivante. Par contre, cette baisse de coût n'est pas valable pour toutes les technologies. Le nucléaire, par exemple, est une des rares technologies dans l'énergie qui a un taux d'apprentissage négatif. Dans l'ensemble des pays du monde, on observe ce type de courbe. C'est un peu compliqué parce que vous avez l'ensemble des pays qui ont fait du nucléaire. Mais en gros, l'idée, c'est que jusque les années 70-80, plus on construisait du nucléaire, moins c'était cher. Et c'est ce qu'on retrouve maintenant sur le photovoltaïque. On avait un vrai effet d'échelle qui était assez impressionnant. Par contre, dans tous les pays du monde, ou presque, à part la Corée, mais il y a des débats sur la qualité des chiffres, mais sur l'ensemble des pays du monde, depuis quelques temps, plus on fait du nucléaire, plus il devient cher. Évidemment, Flamanville en France, c'est un très bon exemple, mais il y a plein d'exemples dans le monde, en fait, de difficultés à construire les centrales nucléaires et de coûts unitaires qui ont tendance à augmenter, ce qui n'est pas une bonne chose puisque vous devenez beaucoup moins compétitif et ça implique aussi des coûts de capitaux qui augmentent. Il est très dur de financer du nucléaire à l'heure actuelle, il y a plein de mécanismes qui sont en réflexion et c'est une vraie question en fait, de savoir est-ce qu'on est capable de revenir sur un taux d'apprentissage classique, c'est-à-dire de revenir sur un aspect où on diminue les coûts en fonction du volume. Slide suivante. Il y a ensuite des barrières. Il y a beaucoup de barrières qui sont en train de se mettre en place ou qui se développent au fur et à mesure sur le déploiement de certaines technologies. J'ai parlé de l'acceptabilité sociale, qui est un vrai problème sur certaines technologies. Mais on a aussi en fait un engorgement du nombre de projets et donc un allongement des procédures administratives. C'est une courbe pour les États-Unis, je ne sais pas trop l'équivalent en France, mais c'est juste la courbe noire qu'il faut regarder. C'est la durée moyenne entre la requête d'interconnexion, ce qu'on appelle la requête d'interconnexion, c'est quand vous pensez installer un parc renouvelable, photovoltaïque ou éolien, vous faites une demande en disant je voudrais me connecter à un terme au réseau électrique pour produire autant. Et donc c'est la durée entre cette première demande qui lance officiellement le projet jusqu'à l'opération commerciale. Alors beaucoup de projets n'arrivent pas au bout parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont mis dans le pipeline et qui finalement ne sont pas construits. Et ce qu'on remarque, c'est que la durée moyenne entre la première requête d'interconnexion et l'opération commerciale a tendance à augmenter avec le temps et on retrouve ça dans quasiment tous les pays. Là, les procédures administratives deviennent de plus en plus lentes parce qu'il y a beaucoup plus de recours, parce que c'est plus compliqué, parce qu'on s'approche des habitations, etc. Et on voit qu'on est passé aux États-Unis d'à peu près 20 mois en moyenne à une période qui est à peu près de 50 mois, donc on est à plus de 3 ans, quasiment 4 ans, on est à 4 ans même. Et ça, c'est un vrai problème, parce que ça a un impact sur la vitesse à laquelle on est capable de déployer. Slide suivante. Ouais. L'autre chose qui est importante de réaliser, c'est que la transition énergétique, c'est une approche multifacteur. Comme je l'ai dit, il ne suffit pas de déployer de nouvelles technologies, il faut en fermer d'autres. Mais il y a aussi tout un ensemble de mesures à mettre en place pour permettre de baisser les émissions plus rapidement. L'Angleterre est un très bon exemple, puisque les émissions du secteur de l'énergie, donc je parle que du secteur de l'électricité, pour être plus spécifique, ont été divisées quasiment par 3 en 7 ans. Entre 2012 et 2019, on est passé de 160 millions de tonnes de CO2 par an à 53. Et une étude intéressante à regarder quels sont les facteurs en fait qui ont expliqué ça. Et ce qu'on regarde, ce qu'on peut voir en fait, c'est que le premier, alors il y a un tout petit facteur sur 10 ans qui est la météo, ça n'a pas changé grand-chose. Vous avez ensuite la partie fermer des capacités fossiles, fermer du charbon, convertir à la biomasse. Ça vous donne une première échelle de choses. C'est-à-dire que vous fermez du charbon et vous diminuez naturellement les émissions parce que vous utilisez des choses moins émissives, même si c'est du gaz, c'était le cas en Angleterre. Il y a ensuite la partie investissement dans les renouvelables. Ça nous donne encore une baisse des émissions qui est à peu près de 30 millions de tonnes.
pour un équivalent de 27 gigawatts installés en renouvelable. On a aussi le prix du carbone qui a joué. On a les prix de l'énergie, le prix du charbon et du gaz, qui ont malheureusement, sur cette période, hein, c'est plus vrai, mais avaient diminué, donc ça avait plutôt tendance à remonter les émissions. Et ensuite, on a aussi le fait que la consommation électrique en Angleterre a fortement baissé. Et donc, si on prend tout ça, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'encore une fois, il suffit pas de juste installer de nouvelles capacités. Il y a tout un ensemble de choses qui peuvent aider à diminuer les émissions plus rapidement. Et la demande étant un vrai levier, puisque plus la demande baisse, plus le système est petit et plus c'est facile à transitionner. Et ma dernière slide. Je vais aller très vite. La question qu'on peut se poser aussi, c'est y a-t-il des précédents historiques? A-t-on été jamais capable, dans certains pays, de transitionner suffisamment rapidement et de se passer suffisamment rapidement d'énergie fossile? Alors la réponse est oui et non. Il y a des précédents historiques, mais en général dans des pays qui sont relativement petits, et dont le système énergétique est relativement petit et facile à transitionner. Et souvent, c'était des transitions pour passer, par exemple, du charbon au gaz, ce qui n'est pas forcément exactement ce qu'on veut faire. Donc oui, il y a des précédents historiques, mais pas à l'échelle, et clairement pas à l'échelle nécessaire. Il y a des exemples, par exemple, comme la France, qui est un très bon exemple, puisqu'on a développé fortement le nucléaire. Mais là, on n'était pas sur une transition pure, on était aussi sur une augmentation de la demande en parallèle, puisqu'on électrifiait le système. Et juste ma dernière slide, j'ai été un peu long, je suis désolé. Si on peut cliquer 4 fois. J'espère que je vous ai montré que la transition énergétique implique baisser les émissions de CO2 implique de transitionner, de transformer notre système énergétique. Donc ça implique de déployer massivement des technologies qui sont déjà existantes. Ça, c'est extrêmement important. Que la taille du système énergétique est telle que par nature, une transition est très lente, parce qu'on s'attaque à un système qui est énorme. Que pour l'instant, malheureusement, les vitesses de déploiement sont loin d'être suffisantes. On est à un facteur 2 trop lent par rapport aux objectifs climatiques pour rester sous les 1,5 degrés. Même sous les 2 degrés, on est à un facteur 50-70% trop lent. Donc, il y a un vrai enjeu à accélérer très fortement. Mais qu'en plus, il y a toute une combinaison de facteurs sur lesquels on doit jouer. Le plus important étant de fermer des capacités au charbon. On n'est pas sérieux sur le climat si on ouvre encore des centrales à charbon en 2022, sachant qu'on a des alternatives bas carbone pour les pays en développement. En théorie, on n'aurait pas à utiliser du charbon. Et c'est ensuite tout un ensemble de mécanismes qu'on peut mettre en place pour essayer d'accélérer les choses. Et encore une fois, les marges d'accélération existent, mais elles doivent être mises en place extrêmement rapidement. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. S'il y a des questions. Merci Greg, c'était extrêmement précis, éclairant, et ça ouvre beaucoup de pistes de réflexion. Si je peux me permettre, je commencerai avec... alors j'ai pas mal de questions, mais je vais en poser qu'une seule pour commencer. Moi, je prendrai l'exemple de la Californie, qui est un exemple assez intéressant en matière de transition énergétique, puisque c'est un pays dans un pays, et qui est très en avance de ce point de vue-là. On a des pics de renouvelables, mais qui sont très ponctuels, mais ça n'empêche pas d'avoir des unités de production d'électricité au gaz qui ont besoin de continuer à tourner parce qu'on a en face des productions assez alternatives. Et en fait, finalement, on se rend compte que le renouvelable, tel qu'il peut être calculé d'une certaine façon, peut prendre des proportions élevées, mais ça n'empêche pas que derrière, on continue de brûler du fossile. Et comment, dans toute cette problématique de transition énergétique, puisqu'on sera pas tout de suite à 100% renouvelable, on aura encore besoin de ce fossile, comment on ajuste ça et comment on fait en sorte de limiter cette capacité à brûler du fossile, même si on est déjà sur des proproportions élevées comme en Californie, de renouvelables. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais la Californie, en effet, un très bon exemple, puisque alors, ils ont atteint, c'était pour la première fois il y a quelques semaines, 99, je crois, % d'électricité renouvelable sur quelques minutes dans la journée. Donc, ça a duré 1 minute 30. Oui, j'ai plus la durée en tête. Alors, il y a deux particularités à la Californie. D'une, c'est que les États-Unis, par nature, sont très peu interconnectés. Le réseau électrique américain n'est pas fédéral, il est national. Il y a des interconnexions entre États, mais elles sont relativement faibles. Ce qui limite en fait, ce qui augmente le recours aux fossiles, parce qu'on ne peut pas se reposer sur les voisins. Et d'ailleurs, c'est intéressant de regarder que le jour où ils ont atteint ce pic, les centrales à gaz n'ont assez peu diminué de puissance, elles ont continué à tourner parce que c'était plus intéressant de les laisser tourner économiquement et d'exporter de l'électricité. Comme ça, on avait moins de rampes à faire le soir.
Donc ça montre deux choses. Ça montre qu'effectivement, bon, on le sait, et ça fait très longtemps, hein, qu'on a besoin de stockage, que ça soit journalier. La Californie développe énormément de stockage. Ils ont 2 gigawatts de batteries installées qui s'allument tous les soirs. C'est intéressant de regarder les courbes en Californie. On voit qu'il y a 1,5 à 2 gigawatts de puissance tous les soirs qui sont apportés par des batteries. Et 90% des nouveaux projets photovoltaïques aux États-Unis sont des projets couplés photovoltaïque batterie. Donc c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer. Ils sont très conscients là-dessus. Et il y a beaucoup de discussions sur plus de batteries. Mais c'est clair que la question, en fait, c'est qu'on ne peut pas se passer de fossiles. Tant qu'à utiliser des fossiles, autant utiliser du gaz, c'est quand même plus intéressant que le charbon. La question, c'est comment à terme on peut transitionner ces centrales à gaz, soit avec du stockage, mais qui est compliqué sur des longues distances, soit avec du nucléaire, mais la Californie n'en veut plus. Il y a une discussion sur la fermeture de la dernière centrale. Soit essayer de transitionner ces centrales à gaz sur de l'hydrogène, qui est aussi un mix. Mais dans tous les cas, et c'est ce qu'on voit aussi sur les scénarios français, on est obligé d'avoir une réserve de puissance pilotable. Alors, ça sera principalement du gaz, que ce soit du biogaz ou de l'hydrogène, pour passer les pics. En Californie, le pic de production ou de consommation, c'est en été, c'est la climatisation. En Europe et principalement en France, par exemple, c'est l'hiver, le chauffage, notamment le chauffage électrique et les pompes à chaleur. Et donc, c'est assez difficile de passer les pics sans capacité pilotable. Donc, soit c'est du nucléaire et on garde une certaine base, soit on a des centrales qu'on ne fait tourner que quelques semaines par an juste pour passer les pics. Et ce qu'on peut se dire, il y a une façon pragmatique de voir qui est de dire, OK, si on a du gaz seulement 2 semaines par an, c'est mieux que rien. Enfin, c'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Et la question, c'est comment on décarbone cette partie. Et on sait que c'est la partie la plus difficile. Ce qui implique aussi de jouer sur la demande. Et c'est quelque chose dont on parle pas suffisamment, c'est que pour passer les pics avec du renouvelable, la meilleure méthode, c'est quand même de flexibiliser la demande. C'est-à-dire d'adapter la demande à la production plutôt que d'adapter la production à la demande. C'est facile sur une certaine partie. On a tous peut-être tous un chauffe-eau qui tourne la nuit. Quand c'est des choses comme ça, c'est facile. Quand on parle de choses un peu plus structurantes, je sais pas, si vous pouvez pas charger votre voiture au bon moment parce qu'on a besoin de l'électricité de sa batterie, ça pose une question jusqu'où on peut pousser la flexibilisation. Et il y a énormément de recherches là-dessus sur comment on prédit beaucoup mieux et on est capable de flexibiliser un peu. Merci Greg. Une question de Jacques. Est-ce que l'EPR peut à terme changer la donne sur le nucléaire? Qu'est-ce qui ferait que le nucléaire puisse redémarrer? Alors, c'est une bonne question en fait. Bon, d'une parce que le PR de Flamanville est un fiasco industriel, mais de deux parce qu'en fait, quand on regarde et on a fait l'exercice, quand on regarde les vitesses de déploiement du nucléaire, en fait, elles ont ralenti avec le temps, principalement avec l'augmentation de la taille. C'est-à-dire que la voie qui a été suivie dans le nucléaire, et elle paraît logique, c'est de faire des unités de plus en plus grosses parce qu'on avait des économies d'échelle. On est passé des premiers réacteurs qui faisaient quelques centaines de mégawatts. Les premiers réacteurs français standardisés, c'était 900 mégawatts. On est passé à 1200, 1400. Le PR, c'est 1650 mégawatts. Et en fait, on s'aperçoit que le temps de construction a augmenté au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que les réacteurs sont plus complexes, on a plus de puissance à gérer, donc on a besoin de plus de systèmes de sûreté. Et il y a une vraie question à se poser de savoir si on n'est pas allé trop loin. L'EPR est géant, c'est l'équivalent de 2 réacteurs de 900 MW quasiment. En termes de sûreté, c'est quelque chose d'hyper complexe et on peut se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir légèrement en arrière? Alors, il y a deux façons de le faire. Soit dit, on revient sur des unités de l'ordre du gigawatt, donc on diminue un peu la puissance. Soit, et c'est ce sur quoi beaucoup de gens font des espoirs, on modularise et on fait des unités beaucoup plus petites et c'est ce qu'on appelle les SMR, Small Modular Reactors, où l'idée c'est qu'on est capable de modulariser, de proposer des unités de puissance variable en rajoutant juste des modules et en enlevant et en construisant le maximum de choses en usine pour avoir un effet d'échelle qu'on n'a plus en ce moment parce qu'on construit pas suffisamment de réacteurs. En fait, c'est un peu le paradoxe du nucléaire, c'est que pour baisser les coûts, il faudrait construire, on construit plus et en plus on construit des choses de plus en plus complexes. Donc l'idée des SMR, c'est de revenir en arrière et de proposer quelque chose de beaucoup plus petit. Par contre, SMR ou pas, la vraie question, c'est quand même la question de l'acceptabilité. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que si les gens ne veulent pas de nucléaire, on n'en construira pas. Les SMR ne répondent pas forcément à cette question. Alors, ils ont ce qu'on appelle ils sont beaucoup plus petits, donc ils sont beaucoup plus faciles à refroidir. C'est-à-dire qu'en cas d'accident, en fait, un SMR est passif. C'est-à-dire qu'on pourrait le laisser pendant plusieurs jours, semaines, voire mois sans rien faire et juste en attendant que les choses se calment. Ce n'est pas possible sur un EPR. Donc la question c'est est-ce que ça permettra d'augmenter l'acceptabilité? Et l'autre question, en fait, je pense, et on le voit, c'est une question d'indépendance énergétique. Le nucléaire permet quand même beaucoup plus indépendant que d'autres technologies, même si on a besoin d'uranium. Et la question de la flexibilisation. Je pense qu'à partir du moment, et c'est ce que la Californie est en train de voir, à partir du moment où le coût des renouvelables
certes très bas, mais la valeur est aussi très basse, parce que vous produisez de l'électricité quand vous n'en avez pas besoin, vous n'êtes pas capable de stocker. Il y a une vraie question à se poser de savoir si, économiquement parlant, le nucléaire est en fait pas un bon allié. Merci. Peut-être une dernière question, qui est une double question, qui est liée à ce qui se passe en Europe, les problématiques énergétiques européennes, la guerre en Ukraine. Une étude récente du RMI montre que, en comparant le gaz US, Qatar et russe, en fait, malgré le besoin de liquéfaction, de transport, de retransformation, en fait, le gaz le plus sale est le gaz russe. Il y a une raison à ça, c'est les problèmes de leakage, comme on dit, et d'émissions de méthane aussi. Ma double question, c'est comment dire, que penses-tu de l'efficacité énergétique? Puisque pour moi, le leakage, c'est un manque d'efficacité énergétique et finalement, on se rend compte que quasiment les 2/3 de l'énergie produite dans le monde est perdue. Donc, il y a un vrai sujet autour de ça dont on parle peu. On s'intéresse beaucoup plus à ce qui se voit plutôt qu'à ce qui ne se voit pas. Et ma deuxième question concerne l'Europe et les besoins d'investissement massifs que se défaire du gaz russe représente en termes d'infrastructures, notamment LNG, et cet argent n'ira pas vers la transition énergétique. Donc on a deux vrais sujets. Bien sûr, se défaire de la Russie, c'est peut-être moins polluant avec d'autres gaz, mais en même temps, c'est limitant en termes de transition énergétique. Donc voilà, c'est deux questions en une, mais qui concernent ce qui nous arrive aujourd'hui en Europe. Alors sur cette étude de RMI que j'ai relayée aussi, il y a d'autres sources un petit peu différentes, mais bon, clairement, le différentiel n'est pas aussi mauvais que ce que beaucoup disaient à une époque. Donc, passer au LNG américain n'est pas forcément la pire des choses. Il y a plusieurs points. Le premier, c'est effectivement les investissements qu'on est en train de faire, qu'on va faire sur les process de régazéification. C'est le cas en Allemagne qui a lancé une construction un peu en urgence. C'est un problème de dépendance au chemin. C'est-à-dire que c'est des investissements d'une qui vont pas sur des renouvelables et de deux, on ne met pas en place des usines de regazéification pour les faire tourner 3 ans. Elles vont tourner pendant un certain moment. Et ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est que les contrats sur le GNL sont des contrats à très long terme. Les gens signent en ce moment des contrats à 30 ans de supply. Ce qui veut dire que vous vous engagez sur des très longues durées avec des suppliers, et c'est normal puisque ces suppliers doivent augmenter leur capacité, donc ils ont besoin d'investissement. Mais donc on voit en fait qu'il y a un vrai risque de dépendance au chemin. La deuxième partie de la question, c'était l'efficacité. Je pourrais juste répéter, désolé. L'efficacité. Alors, c'est un vrai problème. Le leakage, en plus, c'est vraiment quelque chose d'assez symptomatique, c'est-à-dire que l'IEA estime que 50% des fuites sur les pipelines peuvent être réparées sans coût supplémentaire. Ça coûte rien. C'est juste pas fait parce que les gens ne se donnent pas la peine de le faire. Alors ça change très vite parce qu'il y a un paquet de satellites maintenant qui sont capables de détecter des fuites de méthane à quelques mètres. Et là, on commence à voir, on peut suivre en fait les pipelines. Si vous avez le choix, je vous envoie un lien. Mais on peut suivre en fait l'ensemble des pipelines avec les fuites. Donc il y a une vraie pression qui augmente là-dessus. Si on regarde l'ensemble des fuites de méthane dans le monde sur les infrastructures gazières, on est sur 40% de l'utilisation européenne. En gros, la part du gaz russe qu'on utilise en Europe, c'est l'équivalent de ce qu'on émet dans l'atmosphère par an juste avec des fuites. Donc c'est vraiment c'est criminel, notamment vu le prix du gaz en ce moment, c'est vraiment juste incroyable. Donc ça c'est une question, c'est un truc, c'est un levier d'action. Ça devrait être ce qu'on appelle un no-brainer. Il ne devrait pas y avoir de questions. On devrait absolument s'occuper de ces fuites. Et ensuite l'efficacité. Alors c'est intéressant parce que l'électrification dont on va avoir besoin dans la transition énergétique, mécaniquement, ça augmente fortement l'efficacité. Et d'ailleurs, en fait, plus la transition énergétique va progresser, plus on devrait parler en énergie finale et moins en énergie primaire, parce que ça n'a pas vraiment de sens l'énergie primaire quand on est sur un système fortement électrique. À partir du moment où on brûle plus le charbon. Et c'est ce qu'on voit pour la France. En fait, si on regarde les scénarios français, on prévoit une baisse de la consommation d'énergie finale de 40% sur 30 ans. Et on pourrait se dire, mais comment ça se fait? En fait, parce que la part de l'électricité va augmenter de 25% à 55%. On va être une société grandement électrique. Et tout ce qui est électrique, les voitures électriques, les pompes à chaleur, c'est beaucoup plus efficace que ce qu'on utilise à l'heure actuelle. Donc, mécaniquement, en fait, on augmente l'efficacité énergétique et on diminue la consommation énergétique. Et tout ça,
sans rien de magique. C'est pas des technologies magiques, c'est des voitures électriques qu'on sait déjà faire, c'est des pompes à chaleur qu'on sait déjà faire, c'est l'isolation thermique. Et donc, il y a une vraie question en fait à se poser. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on pourrait faire la même société avec de minimum 2 fois moins d'énergie juste en étant beaucoup plus rationnel, parce qu'il est stupide d'avoir 60% de chaleur perdue sur une centrale thermique. Et donc l'électrification a cet grand avantage d'augmenter l'efficacité. On devrait en parler beaucoup plus que parler simplement de transition. Ça en fait, c'est un gros levier aussi. Merci Greg, c'était passionnant. Moi j'ai encore des dizaines de questions, mais ça sera pour plus tard. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé cette petite heure. On sera ravis de te réécouter bientôt. Pour ceux qui ont pu participer, si vous avez d'autres questions, nous les prendrons par email. Et pour ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui, nous pourrons leur envoyer cet enregistrement et prendre d'autres questions par la suite. Merci à tous, bon après-midi et merci Greg. À très bientôt. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.